Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Quelle école voulons-nous pour demain? Une question primordiale à laquelle le Pacte pour un enseignement d'excellence entend apporter des réponses. Parents, enseignants, directeurs d'école, experts universitaires, tous se sont réunis pendant plusieurs mois pour dresser un état des lieux de l'enseignement en fédération Wallonie-Bruxelles et pour tenter de relever les défis qui l'attendent. Quels sont les problèmes les plus criants? Comment y remédier? Et quel est finalement le processus de ce pacte pour un enseignement d'excellence? Pour en débattre, nous accueillons aujourd'hui Marc Demeuse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, statisticien et professeur à l'Université de Mons. Vous avez piloté les travaux du premier groupe de travail État des lieux, diagnostic, sous la présidence de Philippe Mechtelt. À vos côtés, Marc Romainville. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Namur. Vous êtes responsable du service de pédagogie universitaire et vous avez donc, quant à vous, piloté les travaux du deuxième groupe de travail intitulé Sens, valeurs, objectifs et missions de l'école du XXIe siècle sous la présidence de Didier Vivier. Alors, les rapports que vous avez rédigés constituent la première phase du pacte pour un enseignement d'excellence, un pacte qui a été lancé il y a un peu plus d'un an par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et plus particulièrement par la ministre de l'Éducation Joëlle Milquet. Nous l'avons rencontrée, elle nous a expliqué les grands objectifs et priorités de ce pacte. C'est vraiment un processus de qualité qui doit d'ailleurs dépasser cette législature et qui doit faire en sorte qu'à tous les niveaux de l'enseignement, les acteurs, les élèves, les instances, nous puissions justement déployer un enseignement d'excellence, ce qui veut dire pas du tout un enseignement élitiste, mais permettre à chacun de se déployer au maximum de ses potentialités, qu'il s'agisse de l'élève, qu'il s'agisse de l'enseignant, qu'il s'agisse aussi de ceux qui gèrent le système. Et fondamentalement, ce que nous voulons, c'est surtout investir sur le terrain, être en soutien de manière beaucoup plus majeure des acteurs éducatifs que sont les enseignants et les directions. S'il n'y en avait qu'une, en termes de priorité, c'est vraiment l'investissement et un meilleur accompagnement et une meilleure formation des acteurs de l'enseignement. Parce que c'est eux qui vont faire évoluer, c'est eux qui font déjà des miracles tous les jours, mais c'est eux qui, en étant mieux formés, mieux outillés, avec d'autres méthodes de travail, avec aussi une autre définition des charges, pourront vraiment permettre d'avoir des grands changements pour finir au niveau macro et en termes de vision générale. Alors, Madame Milquet vient de le dire, s'il n'y avait vraiment qu'une seule priorité qu'elle voudrait ressortir, c'est la question de la formation initiale des enseignants. Marc Demeuse, qu'est-ce qui manque finalement à cette formation aujourd'hui? Alors, je pense que mettre tout le poids sur la formation des enseignants, c'est aussi donner beaucoup de poids aux enseignants. Alors, d'un certain point de vue, c'est très bien. Les enseignants, c'est la cheville ouvrière. Il ne faut pas non plus mettre la responsabilité exclusive sur les enseignants. Alors, pour répondre à votre question, la formation des enseignants, pour une majorité, c'est une formation qui est encore une formation courte en 3 années, qui permet d'avancer, et nos enseignants sont excellents à certains égards, mais on sent bien que le métier exige davantage. Et je pourrais aussi parler de la formation de ceux qui sont formés à l'université, où la partie pédagogique elle-même reste très courte. Donc je pense qu'il y a vraiment un consensus pour dire le métier d'enseignant, c'est pas enseigner, c'est pas seulement être bon dans sa discipline, c'est réellement aussi acquérir des compétences qui permettent de faire passer de l'information, de faire travailler des élèves qui sont aussi de plus en plus divers, dont on doit tenir compte, avec des méthodes qui elles-mêmes mettent au cœur l'élève, et ce n'est pas facile, ce n'est pas inné, ce n'est pas nécessairement non plus le modèle qu'on leur donne quand on a suivi des cours à l'université, par exemple, c'est pas nécessairement ça. Donc il y a beaucoup de travail à faire, et de ce point de vue, mettre l'accent sur la formation des enseignants, c'est évident. Alors, on sait qu'un jeune enseignant sur 3 abandonne le métier, abandonne le milieu après seulement quelques années. On sait aussi, les rapports l'ont montré, que c'est souvent 2e, voire un 3e choix de carrière. Comment est-ce qu'on peut revaloriser cette carrière d'enseignant et finalement voilà, la revaloriser et donner plus d'accompagnement à ces jeunes enseignants? Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, à côté de la question de la formation initiale, il y a aussi toute la question
à la fois des modalités d'entrée dans le métier. On sait bien qu'à l'heure actuelle, les enseignants qui débutent sont parfois pas vraiment accompagnés ou pas suffisamment accompagnés, alors que c'est un métier très difficile et très exigeant. Et au niveau matériel, ils n'ont pas non plus toujours toutes les conditions. Par exemple, certains d'entre eux doivent fractionner leur temps plein sur plusieurs établissements, parfois très éloignés les uns des autres. Donc je crois qu'il faudrait vraiment veiller à ce que l'entrée dans le métier soit facilitée, pour que le métier soit plus attractif, d'une part, et d'autre part, il y a quand même aussi toutes les conditions d'exercice du métier de manière plus générale. Je trouve par exemple que beaucoup d'enseignants sont demandeurs, et c'est une des propositions d'ailleurs de notre rapport prospectif, d'avoir davantage d'autonomie par rapport à des objectifs pédagogiques très clairs, très précis, mais qu'ils bénéficient d'une marge de manœuvre assez importante quant au choix des méthodes, à la manière de vraiment gérer leur classe, sans devoir subir autant de diktats pédagogiques, parfois extrêmement tatillons et extrêmement précis, qui quelque part tuent un peu aussi la créativité du métier. Donc je pense qu'à côté de la formation, il y a comment ils entrent dans le métier, et puis comment après ils gèrent leur métier, et est-ce qu'ils trouvent suffisamment de plaisir et de désir d'enseigner. C'est une des dimensions essentielles du rapport prospectif. Alors, il y a une autre priorité qu'on retrouve dans les deux rapports que vous avez rédigés, c'est la question du redoublement. C'est une priorité aussi pour le Centre d'action laïque depuis longtemps. Comment finalement, est-ce qu'il y a d'autres méthodes autres que le redoublement? Quelles sont ces autres méthodes? Oui, alors je pense qu'en effet, on ne peut pas décréter qu'on supprime le redoublement. On peut essayer de faire ce genre de choses, mais dire qu'on le supprime, ce n'est pas faire en sorte qu'il n'existe plus. L'objectif, c'est réellement que les élèves apprennent et qu'on puisse offrir d'autres voies pour se sortir de ce redoublement, dont on est les champions, toutes catégories. Et ça a un inconvénient, c'est que ça coûte très cher d'une part, mais aussi ça coûte très cher en moyens, mais ça coûte aussi très cher en moyens humains pour l'élève qui est dans cette situation. C'est aussi le stigmatiser, le mettre dans une situation où finalement le plaisir d'apprendre pour lui va s'émousser. Donc quelles autres méthodes? Peut-être accepter qu'il n'y a pas que des enseignants dans les écoles, donc diversifier le type d'intervenants, pouvoir intervenir très précocement, donc pouvoir détecter les problèmes, non pas pour médicaliser et faire comme on l'a fait pendant très longtemps, c'est-à-dire considérer qu'alors cet enfant n'est pas adapté à l'enseignement ordinaire et le placer dans un autre type d'enseignement, c'est aussi réfléchir à comment faire en sorte qu'on peut l'accompagner là où il est et que l'école soit en petit, une société où chacun trouve sa place. Certains élèves ont plus de difficultés à rentrer dans les apprentissages, d'autres ont plus de facilité. C'est aussi donner plus d'outils aux enseignants. Sans doute, pendant très longtemps, on a pensé qu'on pouvait tout construire et enseigner à main nue. C'est plus concevable aujourd'hui d'imaginer qu'on crée les supports d'enseignement, qu'on puisse créer les outils, etc. Donc il faut aussi permettre aux enseignants de disposer de bons outils, de bons supports, de bonnes activités. On ne peut plus tout réinventer. Donc ça, c'est aussi certainement quelque chose qui peut sortir les enseignants d'un certain désarroi. Et puis, dans la formation qu'on évoquait tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, nos enseignants ne sont pas nécessairement bien formés à comprendre quelles sont les difficultés d'apprentissage. On explique plutôt comment fonctionnent normalement ou comment devraient fonctionner normalement les choses. Et puis, il y a tout le volet de diagnostic et de prise en charge. Il ne suffit pas de dire ça ne va pas, je sais pourquoi je mets une étiquette, c'est aussi d'être capable de prendre en charge soi-même un certain nombre de situations qui sont difficiles mais qui ne sont pas anormales, qui ne dépassent pas les possibilités de travailler comme enseignant. Oui, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, effectivement, près d'un élève sur 2 à 15 ans a déjà redoublé. Et donc, est-ce que dans le rapport prospectif que vous avez réalisé, Monsieur Romainville, il y avait vraiment, on a déjà cité quelques pistes, mais est-ce qu'il y a d'autres pistes? Et peut-être la question aussi du numérique. Est-ce que le numérique peut apporter une autre manière d'enseigner qui pourrait aider éventuellement ces jeunes? Alors c'est sûr que le numérique offre un certain nombre de possibilités nouvelles en termes de ce qu'on appelle le learning analytics, qui permettent effectivement de repérer beaucoup plus précisément les difficultés des élèves et d'y remédier tout de suite. Parce que c'est une des grosses difficultés du redoublement, c'est que quelque part, on attend entre guillemets 1 an, on constate que ça ne va pas et puis on recommence le processus sur l'ensemble d'une année scolaire, ce qui n'est vraiment pas très proactif ni très efficace, ça on le sait bien. Mais ce qui est important de voir aussi, c'est que le redoublement dans notre système, quelque part, c'est un symptôme. C'est un symptôme du mode de fonctionnement général de notre école, ce qu'on appelle la logique en cascade. En réalité, il fonctionne un peu, c'est un peu excessif ce que je vais dire, mais par tri progressif. Vous voyez, et le redoublement participe à ce tri, c'est-à-dire qu'on commence dans telle filière et puis on est déclaré en échec. À partir du moment où on est déclaré en échec, on doit aller dans une autre, etc., etc. Et c'est cette logique en cascade qu'il faudrait revoir de fond en comble, de telle sorte que
les parcours soient pensés autrement que gérés par des échecs, des réorientations obligatoires, mais à partir à la fois du projet du jeune, de ses goûts, de ses intérêts, de ses capacités et de ce qu'il espère ou de ce qu'il escompte véritablement de son passage par l'école, raison pour laquelle le rapport préconise l'organisation d'un grand tronc commun vraiment polytechnique. C'est-à-dire dans lequel l'ensemble des élèves seraient initiés à toute une série de variétés, à la fois de disciplines, mais derrière les disciplines, de domaines d'intérêt et qui préfigurent bien sûr des domaines professionnels futurs. Alors, on voit que le pacte, les discussions qui ont lieu dans cette première phase du pacte ont été très larges et on a vraiment mis à plat finalement pas mal de thématiques. Pourtant, il y a une thématique qui ne semble pas vraiment abordée, qui reste vraiment tabou, c'est la question du rapprochement entre les réseaux. Alors, Monsieur Demeuse, est-ce que vous avez l'impression que ça va peut-être, est-ce qu'on pourra aborder quand même cette thématique un peu plus tard ? C'est un sujet difficile puisque tout notre enseignement, tout l'édifice est construit sur cette base-là. On a l'habitude de parler de piliers, on a une société pilarisée et sortir de ce modèle du 19e pour sauter dans le 21e siècle n'est pas simple parce que c'est aussi ébranler certaines certitudes, c'est remettre à plat, en effet, comme vous le dites bien, un certain nombre de hiérarchies, d'organisations, de découpage, de certitudes. Quand je suis dans un établissement scolaire, je sais à peu près bien ce qui peut m'arriver en termes de statut. Et on ne peut pas venir me souffler une place très aisément. C'est lié à ce cloisonnement. Si évidemment on revoit les choses beaucoup plus largement, ce sera très avantageux à certains égards, puisque les enseignants pourront éviter d'être réaffectés dans le même réseau, mais très loin de l'endroit où ils sont. Mais ça veut dire aussi que certainement une mobilité plus importante pourrait être crainte par certains. Donc ça pose une série de questions, plus la situation de personnes qui sont bien en place et qui n'ont pas forcément envie de voir leur situation se modifier. Donc je pense que c'est un sujet qui n'est pas simple, mais ce n'est peut-être pas le sujet central de l'opération ici. Je pense que se mettre en mouvement dans le pacte, c'est se dire on peut avancer, on peut essayer de faire ensemble un certain nombre de choses et aller aussi loin qu'on le veut. C'est plutôt un travail de réforme qu'un travail de révolution, je pense. Et c'est un peu dans ce processus qu'on s'engage. Alors on pourrait sans doute aller plus fort, mais il faut aussi se dire qu'à un moment donné, on ne peut pas tout chambouler d'un seul coup et déstabiliser complètement l'édifice pour pouvoir faire des changements majeurs comme la formation des enseignants, la gestion des parcours, comme l'évoquait mon collègue, etc. Il y a un certain nombre de choses qui doivent sans doute rester un peu stables pour pouvoir avancer mieux. Mais je pense qu'on doit certainement, en tout cas ça c'est mon opinion, tendre vers un système qui abandonne ce découpage qui est stérile et qui n'est pas facteur de progrès. Oui, donc pour vous, il faudrait peut-être faire progressivement, en tout cas, et déjà cette réforme aussi, pour une éventuelle réforme plus tard du système des réseaux qui serait, en tout cas pour vous et pour effectivement le mouvement laïque, de façon générale, un rapprochement est souvent demandé. On peut se dire qu'en avançant et en montrant que finalement les choses ne sont pas si différentes et en essayant d'harmoniser, en montrant à chacun qu'on fait le même métier, peut-être que finalement les piliers peuvent s'effondrer un jour. Si on supprime, je dis toujours, si on supprime les programmes et la différence des programmes, or la différence de programme rend extrêmement compliquée la mobilité des élèves. Le jour où on supprime les programmes différents et la capacité des réseaux à faire leurs programmes, parce qu'on peut le construire ensemble, vous avez déjà retiré la raison d'être des réseaux pour une grande partie. Alors, peut-être M. Romainville, vous vouliez peut-être une réaction ? Par rapport à ce qui vient d'être dit par mon collègue, il faut bien voir quand même que sur le temps un peu plus long, il y a déjà eu un rapprochement effectif des réseaux, dans la mesure où le décret de 1997, puisqu'il définit des compétences terminales et des socles de compétences pour l'ensemble des réseaux, a déjà conduit quand même à un rapprochement fonctionnel assez important, puisque par exemple les épreuves externes désormais touchent l'ensemble des réseaux. Ça veut dire qu'un certain nombre d'outils pédagogiques et didactiques, au-delà effectivement encore de la spécificité des programmes, peuvent par exemple être partagés par des enseignants. Donc si on regarde ça sur le long terme, mon collègue parle du 19e, mais on n'est quand même plus au 19e, on a déjà progressé relativement sur ces questions-là. Et par ailleurs, j'ai été aussi très, très surpris, et c'était une des observations de notre groupe de travail, c'est que toutes les questions essentielles de l'école, la question du plaisir et du désir d'apprendre des élèves, la question des inégalités sociales, la question de la mixité sociale très difficile à installer au sein des établissements, toutes ces questions sont relativement transversales à tous les réseaux. Et quelque part, ils ont donc intérêt aussi à collaborer sur la résolution de ces questions. Mais justement, sur les inégalités sociales, je vous propose de regarder un extrait d'une interview qu'on a réalisée avec Bernard Devos, donc délégué aux droits de l'enfant. Il nous parle justement des inégalités sociales et de la question de la gratuité.
C'est simplement dû à une conception de l'enseignement par système de relégation. Donc on n'a pas de tronc commun, on a dès 12 ans pratiquement l'obligation de choisir une option, choisir une filière très très vite. Et c'est de relégation en relégation qu'on a des gamins qui décrochent et qui n'arrivent pas à rencontrer des objectifs qu'on voudrait égaux pour tous les enfants qui sont scolarisés en communauté française de Belgique. L'autre point, c'est évidemment la gratuité scolaire. Elle est décrétée dans une tripotée de textes, de règlements, de décrets, d'arrêtés, de circulaires et d'application nulle part. Et donc on a beau dire, le chanter sous tous les toits, rien ne change depuis des dizaines d'années. Et donc aujourd'hui, il faudrait vraiment que, de manière déterminée, on prenne des mesures pour faire en sorte que la gratuité soit d'application dans toutes les écoles. Alors simplement, il faut rappeler pourquoi la gratuité. D'abord parce que c'est une dépense que beaucoup de parents ne peuvent pas faire, des dépenses que beaucoup de parents ne peuvent pas faire et qui les met en difficulté au niveau économique, mais surtout parce que cette question de gratuité pollue véritablement les relations au sein des écoles, entre les parents, les enseignants et les directions. Le parent qui ne peut pas payer la garderie, qui ne peut pas payer certains frais scolaires, le voyage scolaire, etc., et qui ne peut pas, et qui a du mal à l'assumer, va se mettre en retrait de l'école, va être stigmatisé par certains enseignants. Je ne veux pas te faire généralité, mais ça arrive souvent. Alors, cette question de la gratuité, on voit, mine effectivement les relations dans les écoles. Des pistes de solutions déjà envisagées à ce problème, des pistes pour résoudre ce problème des inégalités sociales, en tout cas, essayer d'avancer là-dedans. Alors, effectivement, donc, Bernard de Vos a bien raison de rappeler le caractère central de la question de la gratuité. Hein. Et comme il l'a dit aussi, pas mal de textes sont déjà là et il faudrait les faire respecter peut-être de manière plus stricte. Et peut-être aussi d'avoir une espèce de calendrier raisonnable pour arriver à une gratuité totale effective, compte tenu quand même aussi du budget de la communauté française. Mais ce qui est important de voir aussi, c'est qu'il y a quand même d'autres pistes aussi en termes d'inégalité sociale. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que formateur d'enseignants, ce sont des pistes qui sont internes à l'école. Je pense que les inégalités sociales se jouent parfois par les pratiques mêmes de l'école. Et je ne prends qu'un exemple, c'est toute la question de l'accompagnement et de l'aide au travail personnel. On sait que malheureusement, avec la disparition tout au long du XXe siècle des heures d'études, ce travail personnel s'est déroulé de plus en plus en dehors de l'école, après 16 heures. Et là, on sait bien quand même que l'accompagnement dont bénéficient les enfants peut être extrêmement différent en fonction du capital culturel et du milieu familial dans lequel ils baignent. Et donc, plus on charge la barque de ce travail personnel et plus on lui confie des missions importantes d'apprentissage de vraies compétences, de travail d'appropriation, etc., plus on creuse le lit des inégalités sociales. Et donc une des propositions de notre rapport est de rapatrier véritablement ce travail personnel, une partie des leçons et des devoirs au sein même de l'école, quitte à allonger un peu le temps scolaire, de telle sorte que tous les enfants fassent l'essentiel de leur travail scolaire sous la supervision professionnelle de membres de l'institution éducative, ce qui est assez logique finalement. Donc il y a aussi d'autres pistes à côté de la gratuité. Mais c'est clair que le changement des rythmes scolaires, c'était un des points qui est vraiment relevé effectivement dans la première phase du pacte. Alors peut-être pour terminer sur cette question des priorités, parce qu'il y en a beaucoup dans le pacte qui sont développés dans cette première phase, si chacun d'entre vous ne devait relever qu'une seule priorité, quelle serait-elle? Alors peut-être Monsieur Demeuse pour commencer, vraiment la priorité pour vous. Mais je pense qu'il faut rendre plus claires les structures dans lesquelles les enseignants sont amenés à travailler. Elles sont relativement claires pour ceux qui les regardent comme nous et qui avons le temps de nous y intéresser, mais elles sont parfois peu claires pour les enseignants et les priorités, quand il y en a beaucoup, ils ne les voient pas non plus. Donc trop de priorités nuit aux priorités. Hein. Donc je crois qu'il faut aussi pouvoir donner aux enseignants l'orientation vers où on va. Je pense qu'on a évoqué l'idée de la gratuité. En effet, elle est inconditionnelle, cette gratuité. On ne peut pas se cacher derrière le financement pour ne pas l'appliquer. Ça met une relation commerciale au sein des écoles qui est impropre à ce domaine. Et le décret mission donne le mauvais exemple puisqu'il prévoit des possibilités de facturation. Donc on est dans un système où le texte ne croit pas vraiment le texte et la norme supérieure. Donc on est dans un drôle de jeu et les écoles ont beaucoup de mal à pouvoir voir clair là-dedans. Certaines vont placer les exigences très haut. On n'est pas obligé d'aller à New York pour 1 000 €. Hein. C'est pas forcément ça un voyage scolaire. Donc il faut aussi se donner des balises et
éviter que finalement, en ajoutant des couches successives, des exigences ou des idées, et c'est un peu la dérive possible du système, puisqu'il y a une très très grande liberté dans notre système, hein, c'est d'arriver finalement à avoir des écoles à vitesse extrêmement variée. Je pense que le travail à domicile, c'est une privatisation, hein, de l'école, c'est une façon finalement de remettre à d'autres la tâche qui devait être prise par l'école, c'est réellement ce qui se passe, une privatisation. Réincorporer ce travail au sein de l'école, c'est une très très bonne idée. Encore faut-il évidemment qu'on puisse garantir la qualité partout de cet accompagnement. Il ne faudrait pas que par ailleurs ça devienne un système qui serait payant ou un système où certaines écoles pourraient engager des personnels compétents et d'autres devraient engager du personnel ou feraient de l'activité parascolaire, etc. Donc je pense qu'il faut chaque fois qu'on va avancer dans toute priorité, c'est peut-être ça la priorité, c'est s'assurer qu'on est bien en train de travailler tous ensemble dans la même direction et qu'on empêche de se creuser les inégalités par de très bonnes idées. C'est souvent de très bonnes idées qui aggravent la situation des plus faibles dans notre système. Alors peut-être juste une réaction brièvement de M. Romainville, vraiment une priorité que vous souhaiteriez ressortir. Oui, à titre personnel, moi j'ai été très, très satisfait du fait que notre rapport commence par la question du plaisir et du désir d'apprendre et d'enseigner. Parce que je pense que il n'y a rien à faire, l'école est là aussi pour mobiliser la jeunesse, pour essayer de leur faire croire à un certain avenir. Et donc il faut que tous les acteurs, que ce soit les enseignants, mais aussi bien sûr les élèves, se sentent bien à l'école, estiment qu'ils y apprennent des choses importantes, estiment qu'ils ont une marge de manœuvre pour les enseignants importante aussi dans la gestion de leur métier. Et donc je crois que c'est vraiment une des priorités essentielles, alors qui suppose plein de choses, bien évidemment, hein, notamment par exemple en termes de programmes, c'est des programmes beaucoup plus axés sur le monde. Les enfants maintenant demandent à l'école de comprendre le monde, d'avoir des outils pour essayer de le décoder, de mieux s'y situer, etc. Et il faut vraiment que l'école impérativement réponde à cette demande-là. Alors, je vous propose peut-être de parler maintenant du processus vraiment du pacte en lui-même, de la manière dont ça fonctionne. C'est un processus qui est très participatif. Donc, on l'a dit, tous les acteurs finalement participent. Pour quelles raisons est-ce que vous avez décidé d'y participer? Quels espoirs est-ce que vous mettez dedans, M. Romainville, peut-être? Mais vous savez, on cite toujours en exemple la Finlande. C'est un espèce de paradis pédagogique, hein, qu'on prend toujours en exemple parce qu'elle a réussi toute une série de réformes sur son école. Quelque chose qu'on oublie de dire souvent, c'est qu'en réalité, toutes ces réformes ont été rendues possibles parce qu'il y a eu préalablement de grands débats nationaux sur l'école et sur des questions essentielles comme par exemple l'importance ou non de l'égalité et de l'équité. Et c'est quand l'ensemble de la population, ou disons une majorité des acteurs, sont effectivement persuadés que les enjeux en valent la peine, c'est à ce moment-là qu'on peut effectivement introduire un certain nombre de réformes. Donc, moi je pense qu'il était sans doute temps effectivement de mettre un plus grand nombre possible de personnes autour de la table et de se dire qu'est-ce qui pose problème dans notre école actuelle. En quoi est-ce que c'est important ou en quoi est-ce que c'est gênant, au nom de quoi? C'est pour ça qu'on a appelé ce groupe Sens et Valeurs. Et puis alors après, de mobiliser les personnes autour d'un certain nombre de réformes, éventuellement de structures. Parce qu'une réforme, il n'y a rien à faire, vous ne les faites pas sans les acteurs. Et il faut d'abord les persuader qu'il est vraiment urgent de mettre en place un certain nombre de choses. Alors, je pense que tous les acteurs ont salué le côté vraiment participatif et le fait qu'ils aient été écoutés dans ces groupes de travail. Il y a par contre peut-être une inquiétude aujourd'hui, c'est que dans la future phase qui se mettra en place d'ici quelques semaines, on parle de 20 groupes de travail, de 4 axes thématiques avec 20 groupes de travail. Donc il y a vraiment un morcellement des thématiques. Est-ce qu'on ne risque pas, à force de morceler finalement ces thématiques, de manquer de cohérence au final? Monsieur Demeuse? C'est toujours un risque, mais le chantier est énorme. Et donc on peut difficilement se dire qu'un seul groupe va y travailler. Alors la question entre 1 et 20, quelle est la bonne dimension, quel est le bon nombre? Ce que je crois qui est le plus important à dire, c'est il ne faut pas rater le virage qu'on est en train de prendre. C'est-à-dire, par rapport à ce que mon collègue évoquait, c'est est-ce qu'on est d'accord et on partage le diagnostic? Je pense que le boulot des chercheurs a été fait, le boulot de ceux qui ont participé a aussi été fait, et on peut se dire que maintenant on sait. Il est difficile de dire que notre système n'est pas comme il est décrit. On peut toujours essayer de le raconter autrement, de pinailler ou d'approfondir les choses, mais on a un diagnostic. On a aussi tracé, je pense, dans le groupe auquel participait Marc Romainville, on a aussi des directions. On a aussi identifié un certain nombre de choses. Donc, on a les dimensions, les directions, et on sait d'où on part et vers où on voudrait aller. Si en tout cas on est honnête par rapport aux valeurs, je pense qu'on peut faire ça. Alors après, reste en effet à se répartir le boulot.
avec le risque du morcellement, c'est certain, mais le pacte, ce ne sont pas que les groupes de travail, il y a aussi un groupe central dont la mission est de veiller à la cohérence et de préparer les feuilles de route de ces groupes de travail, et il y a aussi un comité d'accompagnement. Donc je veux dire, l'unité peut se refaire à différents endroits, et puis je pense de toute façon que la décision ultime, c'est celle du gouvernement, celle du Parlement. Ça, c'est aussi là que les décisions ultimes se font, ce n'est pas dans les groupes de travail. Et il y a un des points aussi de ce pacte, c'est le fait que dans la politique de déclaration communautaire, on parle d'un coût budgétaire nul, neutre en tout cas, et donc finalement, la question des moyens, elle est un peu problématique puisqu'on doit faire un nouveau pacte, on doit réformer l'enseignement. Il y a vraiment beaucoup de réformes en chantier, mais tout ça sans moyens supplémentaires. Est-ce que ça ne pose pas quand même question ? C'est toujours plus facile de faire des réformes quand on a quelque chose sous le pied, hein, donc je crois qu'on peut le dire comme ça. Mais d'un autre point de vue, la relative pauvreté, je ne parlerai pas de pauvreté pour le financement de notre enseignement, qui, quand on le compare, n'est pas plus mal financé et même plutôt bien financé. On a beaucoup de déperditions. Donc ces moyens et l'obligation d'aller chercher les moyens, c'est aussi se dire qu'on doit mettre à plat un certain nombre de choses et qu'on ne peut pas continuer comme on l'a fait sans doute depuis les années 60, à empiler des structures, à inventer des choses et à les ajouter à des choses existantes sans jamais remettre en cause le système. Et c'est aussi une politique très belge, ça. Hein. On ne supprime pas les provinces, on avance sur les régions, etc., etc. Et donc les moyens sont de plus en plus importants à chaque fois parce que les coûts de structure sont importants. Donc la relative fermeture de l'enveloppe, les moyens ne sont pas éternels, on sait que la croissance n'est pas éternelle, elle n'est pas infinie, etc., oblige aussi à re-questionner nos structures, nos façons de faire. Et je pense qu'on a évoqué le redoublement, questionner le redoublement, c'est certainement aussi questionner son coût et questionner le réinvestissement des moyens qu'on va devoir faire. Il ne suffira pas de dire on supprime le redoublement, l'affaire est faite, on met de côté un demi-milliard qu'on met dans la poche et on va le réinvestir ailleurs. Non, ça ne se fera pas sans réinvestir les moyens, sans réfléchir à des économies d'échelle, à des priorités. Et on n'échappera pas non plus à définir des priorités. C'est quoi la priorité finalement ultime? Est-ce que c'est améliorer l'égalité des chances de chaque élève? Est-ce que c'est d'autres choses? Et on devra arbitrer cela. Enfin, quand je dis on devra arbitrer, le politique devra arbitrer entre un certain nombre d'investissements et de réorientation des moyens. Oui, c'est clair que le gouvernement devra décider aussi et fixer les priorités parmi toutes celles que vous avez définies. Alors peut-être, Monsieur Romainville, pour terminer, vous avez donc bon espoir. Est-ce que ça aboutit sur des réformes concrètes? Vous croyez vraiment dans ce pacte? Je l'espère, hein, sinon je n'y aurais pas participé. En tout cas, ça a permis de mettre déjà à ce stade-ci un certain nombre d'acteurs essentiels autour d'une même table et d'échanger. On a eu de beaux débats quand même aussi sur les visions à long terme de l'école. On n'a pas parlé du tournant numérique, mais pour moi c'est essentiel. Bientôt, un grand nombre d'informations vont être, et sont déjà d'ailleurs, relativement disponibles sur la toile. Et le métier d'enseignant, le cœur du métier d'enseignant va changer. Il va plutôt être d'aider les jeunes à s'approprier toutes ces informations pour en faire des savoirs personnels. Et ça, c'est génial, c'est enthousiasmant au possible. On n'a plus à transmettre ou rendre accessible un certain nombre de ressources. Donc, toutes ces réflexions-là, je pense qu'il vaut mieux les avoir parce que ce sont des choses qui nous arrivent vite. Et l'école doit impérativement s'adapter à un certain nombre de modifications majeures, comme celle du numérique. En tout cas, c'est un vaste débat. On voit qu'il y a beaucoup de questions. On pourra encore en discuter, je pense, pendant des heures. Mais on arrive déjà à la fin de notre émission. Donc, je vous remercie tous les deux, Marc Demeuse, Marc Romainville, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairés sur ce vaste sujet. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.